Bonjour Audrey Pommier-Flobinus, bienvenue sur les Afro Talks, les Afro Virtual Talks plutôt. Donc Audrey, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est une humaniste, une entrepreneure sociale et j'ai appris que tu étais lobbyiste et comme c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter, étant donné que je trouve que tu as un parcours d'excellence et qui est assez rare ou qu'on connaît assez peu. Donc si tu veux bien, comme première question, j'aurais aimé que tu te présentes et que tu nous dises où est-ce que tu vis précisément et quel est ton environnement. Alors, je suis Audrey Pommier-Flobinus, j'ai 38 ans, je vis à la Martinique, je suis née à la Martinique et je vis à la Martinique, c'est important. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Martinique, c'est une île de la Caraïbe, une île française, une collectivité territoriale française et qui n'est pas très grande et généralement, elle est à peine visible sur une carte du monde. Mais en tout cas, elle a vu naître des éminences comme Aimé Césaire, comme Paulette Nardal. Ce sont des personnes qui m'ont beaucoup inspirée dans le cheminement qui est le mien. Donc voilà, donc je suis née sur cette île, j'habite sur cette île et, euh, et je suis une entrepreneur sociale qui est aussi une diplomate humanitaire et puis une lobbyiste internationale. Donc j'interviens au niveau des instances internationales comme le Parlement européen ou les Nations Unies pour pouvoir prendre la défense des êtres les plus en détresse sur Terre. C'est ma vocation, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est un métier. Pour le moment, je officie à travers l'organisation que j'ai créée, Humanity for the World. Humanity for the World, qui est une ONG internationale, mais qui est aussi un lobby accrédité par le Parlement européen et qui a aussi des accréditations spéciales au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour pouvoir prendre position en tant qu'observateur sur des décisions, des consultations de haut niveau. Ensuite, donc c'est une organisation qui est spécialisée pour la démocratisation et la réalisation transversale des 17 objectifs de développement durable. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà. Donc, en gros, ce sont des objectifs qui ont été définis par les Nations Unies pour pouvoir aller vers un monde meilleur. Donc, quand j'ai créé cette organisation, c'était mon but. C'était améliorer le monde. C'était laisser ce monde mieux que quand je suis arrivée sur Terre. Je dis ça comme ça, mais c'est comme ça. C'est vraiment comme ça que ça s'est produit. Et quand j'ai découvert les 17 objectifs de développement durable, ben, j'ai complètement intégré cette notion à notre organisation. Et depuis, on enquête de pouvoir euh, améliorer le monde par le filtre, à travers le filtre des 17 objectifs de développement durable. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Alors, je suis docteur honoris causa de Universal Institute of Professional Management. Donc, c'est une université, pas une université, mais euh, une institution indonésienne. Alors, j'habite en Martinique et pourtant une institution indonésienne me distingue. Euh, alors que je ne suis jamais allée en Indonésie. Bon, ils m'ont invité pour venir prendre le, le bon prix, mais bon, j'ai pas encore eu le temps, l'opportunité pour y aller. Mais en tout cas, c'est une distinction qui me tient à cœur parce qu'en fait, elle salue le, le elle salue ah là, je perds mes mots, c'est Kessia qui m'impressionne. Elle salue mon engagement par la création justement de cette organisation Humanity for the World et qui, enfin, c'est à travers un plaidoyer que j'avais fait par rapport à cette organisation sur une consultation des Nations Unies. Et cette institution m'a repéré par rapport à ça et a décidé de me décerner ce titre. Alors voilà. Et donc, je suis une experte aussi en communication, en développement durable et puis aussi en relations publiques internationales, puisque j'appartiens aussi à d'autres organisations comme le Lions Club. Donc, j'ai des fonctions au niveau du district 63. Je suis présidente de la commission relations publiques, relations internationales et puis communication. Donc, voilà, donc j'ai plusieurs casquettes. Et puis, ma casquette la plus lourde, c'est celle de l'entrepreneuriat social. Donc, c'est à partir de ça que j'ai développé toutes ces compétences. Puisqu'en fait, à la base, sur le plan alimentaire, on va dire, mon autre profession, c'est que je suis ingénieure d'études sanitaires spécialisée en épidémiologie des cancers. Donc, quoi dire par là? Mais par rapport aux qualités, aux compétences que j'ai développées, mais je me suis fait repérer par le monde, hein, les gens du monde entier qui m'invitent maintenant à prendre position. Parce qu'en fait, j'ai une vision très singulière d'un monde meilleur, c'est-à-dire que
l'organisation par laquelle à travers laquelle j'exprime cette vision, Humanity for the World, prône un amour inconditionnel universel pour l'humanité. C'est-à-dire que l'homme a été mis au centre de tous les processus de décision. C'est très bien, c'est une belle chose, mais on oublie ce qui nous lie, c'est l'amour. C'est une force qu'on sous-estime et à travers cette organisation, c'est un message que je veux porter. Et puis, si je suis debout et je suis en train de vous parler, c'est parce que, justement, c'est cet amour-là qui me porte et qui fait qu'aujourd'hui, j'occupe une position qui est la mienne et qui est apparemment inspirante. Voilà. C'est très inspirant ce que tu nous dis. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, tiens, moi aussi, j'aimerais défendre une cause pareille, comment es-tu devenu entrepreneur social? Alors, fort souvent, l'entrepreneuriat, entreprendre, qu'est-ce que c'est? Pour entreprendre quelque chose, il faut aimer ce qu'on veut faire. Tu vois, on parle d'amour. Et sans amour, on n'arrive à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Et c'est véritablement l'amour qu'on va apporter à la chose qui va nous donner la force de continuer. Parce que des fois, c'est tellement difficile, c'est tellement lourd que on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait là? On a envie de tout arrêter. Moi, alors, comment ça a commencé pour moi? Comment est-ce que je suis devenue un entrepreneur social? Ben, ça ne démarre pas du jour au lendemain, ça démarre depuis longtemps. C'est un cheminement et on comprend progressivement, avec le temps, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de choses. Et je vais raconter une anecdote. Je pense qu'avec le temps imparti à cette vidéo, on n'a peut-être pas le temps de tout débattre. Il faudra que tu me réinterviewes, peut-être. Mais en tout cas, je vais raconter une anecdote qui va étayer ce que je suis en train de te dire. Je suis issue d'une famille modeste. Mes parents ne sont pas des notables de la Martinique et je suis née à la Martinique, petite île, à peine visible sur une carte. Et je suis noire aussi, ça n'échappe à personne. Donc, à l'époque, j'ai 38 ans, oui, je suis vieille, mais bon. J'ai 38 ans, mais à l'époque, naître dans un contexte qui est le mien, être une femme et noire en plus, c'est très difficile. C'est très difficile et la société vous met dans des cadres, dans des cases dès l'enfance. Et l'anecdote que je vais expliquer va vraiment, j'espère, révéler et réveiller des entrepreneurs qui sommeillent en vous. Parce qu'en fait, tout le monde peut entreprendre. Mais il faut savoir, il faut avoir le discernement pour savoir vers où on doit aller. Il ne faut pas faire comme les autres, il faut faire comme soi, en fait. Quand j'étais plus jeune au collège, le collège, c'est le moment où on se construit, on construit sa personnalité, on ne sait pas encore qui on est véritablement, on est confronté à d'autres enfants de nos âges. Et mes parents n'étant pas notables, je n'avais pas des marques, je n'avais pas les codes. Donc, j'étais souvent moquée. Et j'avais une vie véritablement très, très difficile avec mes petits camarades de classe. Mais le point culminant de cette expérience, c'est qu'un jour, ils décident d'organiser un concours de beauté. Et puis, de ce concours de beauté, eh bien, ils me classent la fille la plus laide de la classe. Donc, inutile de te dire, Kessia, que pour une jeune fille en pleine construction, une jeune fille noire, c'est véritablement un coup de poignard dans le cœur et la douleur est tellement dure je ne sais même pas comment décrire, tellement j'ai souffert, tellement j'ai pleuré. Je ne sais même pas combien de temps j'ai pleuré, mais j'ai pleuré pendant longtemps. Mais une fois que j'ai séché mes larmes, je ne sais pas où j'ai pris la force, mais j'ai refusé cette étiquette-là qu'on voulait mettre sur moi. Je me suis dit que non, je suis désolée, mais sur quels critères il se base pour dire que c'est moi la plus laide de la classe? Donc, ça signifie que c'est moi la plus de la classe, donc ça signifie que je suis la recluse de la société. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, par conséquent, j'ai commencé à travailler sur moi, sur mon physique. J'ai travaillé ma personnalité physique jusqu'à entrer au lycée où je me fais remarquer. Je me suis remarquée par devinez quoi, le président de Miss Martinique qui me demande si je veux concourir. Je me demande, mais c'est une blague, il se fout de ma gueule, quoi. J'ai été élue la fille la plus laide de la classe et lui me demande de venir concourir à Miss Martinique. J'ai dit, une première fois, j'ai dit non.
Parce que je pensais qu'il se foutait de ma gueule. Jusqu'à ce qu'il aille voir chez ma mère, il aille chez ma mère pour lui demander oui, votre fille a un profil intéressant et tout ça, est-ce qu'elle pourrait participer? On cherche des jeunes filles. Voilà. Donc, la deuxième fois où il est venu, j'avais eu mon bac. Donc, j'étais contente d'avoir eu le bac. Et donc, bon, ben, j'ai dit, ben, tiens, on va s'amuser, on va y aller. Et c'est comme ça que je me suis présentée à l'élection de Miss Martinique. Ne vois-tu pas que finalement, je ressors de la deuxième dauphine de Miss Martinique. Donc, je ressors de la deuxième dauphine de Miss Martinique. Ensuite, donc, mon règne, je n'ai pas gagné, mais en tout cas, j'évolue toujours et je suis quand même, j'ai une reconnaissance par rapport au fait que j'ai été élue plus laide de la classe et ensuite première, deuxième dauphine de Miss Martinique. Je continue à évoluer. On refait appel à moi pour représenter la Martinique cette fois-ci, en tant que Miss Martinique, à une élection internationale où il y a c'est les plus belles filles de la Caraïbe qui concourent. Et cette élection s'appelle Miss West Indies Pageant et ça se passe annuellement à Saint-Martin. D'accord. Et je représente la Martinique à cette élection. Donc, tout ça pour dire, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, parce que là, la Miss, elle a bien grossi et puis elle a changé depuis. Mais en tout cas, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est simplement pour dire que si j'étais restée dans cette situation toute jeune, en me disant que, ben, en acceptant cette étiquette qu'on avait posée sur moi, sur ma personnalité, en me disant que oui, je suis la plus laide de la classe, etc., ça peut marquer un enfant à vie. Et si je n'avais pas décidé de faire volte-face de cette image, eh ben, je n'aurais pas réussi à développer une personnalité qui me permet de concourir à un concours de beauté. Et donc, ce que je veux dire à travers cette histoire, c'est que il faut croire en ses rêves. C'est-à-dire qu'il faut croire en son potentiel. Je perds mes mots. Il faut croire en sa potentialité. C'est-à-dire qu'il faut laisser personne vous dire qui vous allez devenir dans la vie. C'est vous qui choisissez ce que vous allez être demain. Moi, j'étais le vilain petit canard, la petite fille qui était laide. D'accord? Je suis devenue non seulement deuxième dauphine de Miss Martinique, mais en plus de ça, je représentais la Martinique qui m'avait élue en tant que plus laide de la classe dans un concours de beauté international et où il y avait les plus belles filles, puisque la gagnante de cette année-là, elle a gagné Miss Terre. Donc, c'était en 2003. Elle s'appelle Diane, je ne me rappelle plus de son prénom, elle s'appelle Diane, vous allez regarder sur Internet un petit peu. C'est une amie. Donc, voilà. Donc, rien n'est impossible dans la vie. Ne laissez personne décider de ce que vous allez être. Voilà. Donc, c'était ma première entreprise, c'était ça. C'est là où j'ai vu que c'était possible de transformer son destin, de changer, de décider de ce qu'on allait devenir sur Terre. C'est vrai. En fait, tu as pu développer un bon mindset et c'est ce mindset-là que tu as après appliqué à toutes les entreprises que tu as lancées. On peut dire ça comme ça. Tout à fait, exactement, exactement. Et quand on veut quelque chose, il faut y croire et puis on y va. Et puis voilà. Mais c'est surtout le moteur de toute l'histoire, c'est l'amour. Il faut aimer ce que vous allez faire. Si vous n'aimez pas ce que vous allez faire, vous faites les choses parce que la copine a fait comme si, ou bien le copain a fait comme ça, ou bien vous voulez quelque chose vous voulez gagner de l'argent et puis vous voulez faire quelque chose, mais non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, il faut arrêter carrément. Si vous pensez que vous allez entreprendre quelque chose pour gagner de l'argent, non, il faut pas. L'argent vient après. Mais le plus important, c'est l'action que vous allez mettre en place et l'argent, c'est, on va dire, un bonus. Parce que si vous faites un truc pour l'argent, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, il y a un travail dans tout ce qu'on... Il y a un travail. Le travail est pénible. Par définition, il est pénible. Mais c'est l'amour on porte au sujet qui va nous permettre de tenir dans les moments difficiles. Parce que moi, à mon niveau, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, il y a beaucoup de travail. Mais moi, je ne sens pas le travail parce qu'il y a des gens qui me disent comment tu fais pour faire tout ça de choses, etc. Moi, je ne vois pas parce qu'en fait, je suis passionnée par ce que je fais. Je ne ressens pas la fatigue. Si je n'étais pas passionnée par ça, j'aurais abandonné plus longtemps. Mais des fois, je reste là et je pleure dans mon lit. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a envoyé faire des trucs comme ça? Est-ce que je ne peux pas rester à la plage, tranquille, profiter, prendre mon champagne de sa vie, la misère de le monde? Pourquoi est-ce que ça m'interpelle? Il y a des gens qui vivent très bien et pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas rester comme ça? Et c'est ça justement qui a fait que je suis devenue lobbyiste et diplomate humanitaire international. C'est parce que je voulais impacter le monde. Comme j'ai vu que je pouvais impacter ma vie,
mais je voulais impacter le monde, enfin je veux, parce que c'est ce que j'essaie de faire, je veux impacter le monde pour pouvoir l'améliorer avant de disparaître sur Terre. Moi, je vois que si je peux au moins faire ça pour l'humanité, eh bien, ce sera déjà beaucoup. Voilà. D'accord. Alors, ça nous emmène à la troisième question. Comment es-tu devenue une lobbyiste diplomate humanitaire internationale? Eh bien, voilà. Alors, voilà, donc j'ai créé, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, je, je me suis engagée dans plusieurs associations Mhm. avec toujours cette quête de vouloir aider mon prochain. Donc, ça a commencé par des associations, par le Lions Club, on va dire le Lions Club international. Donc, je suis vice-présidente du Lions Club, du Lions Club du Lamentin. Et donc, j'ai des fonctions au niveau du Lions Club international, au niveau du district 63, qui regroupe la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barth. Donc, en communication, relations publiques et relations internationales, et puis en communication. Mhm. Mais ces organisations-là sont superbes, elles font un travail magnifique. Il y a près de 1 400 000 membres à travers la planète et qui mettent en place des actions humanitaires, qui viennent en aide à la population. Et c'est magnifique. Et j'œuvre avec eux au quotidien. Mhm. Mais moi, je voulais aller plus loin parce qu'en fait, ces organisations sont basées aux États-Unis et elles ont une feuille de route à respecter. Et moi, je voulais faire plus. Je voulais véritablement faire plus. Plus que les actions pratiques, les actions. Et donc, je voulais aussi, je me suis posé la question de savoir, mais il ne faut pas simplement. Enfin, il y a un proverbe de Martin Luther King, parce qu'en fait, ce sont des guides spirituels qui me guident aussi dans ce que je veux faire. Martin Luther King, Nelson Mandela, ce sont des personnes qui m'inspirent énormément. Mhm. Et il y a un proverbe qui dit qu'il faut. Moi, je ne me rappelle plus du proverbe, donc je ne vais pas lui dire ça. Bon, en gros, il faut essayer de régler le problème à la source plutôt que de, 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 de résoudre les conséquences. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, je me suis dit, mais comment faire? Il faut peut-être agir en amont et en aval, mais en aval, c'est où? C'est quoi? Ben, c'est où se prennent les décisions qui régissent ce monde. C'est au niveau de l'Union européenne, c'est au niveau de l'Organisation des Nations Unies, qui avait déjà défini et qui ne m'avait pas attendu pour essayer de travailler sur un avenir meilleur pour le monde, tant mieux. Donc, je me suis retrouvée dans ça. Et donc, je me suis dit, mais il faut absolument que je sois présente dans ces institutions afin de pouvoir impacter le monde par mes idées et puis contribuer à l'amélioration du monde. Et c'est comme ça que j'ai créé déjà mon organisation Humanity for the World. C'est une ONG internationale française qui est basée à la Martinique. Et à travers la réalisation concrète et spéculative des 17 objectifs de développement durable, j'ai le sentiment, avec mon équipe, j'ai le sentiment de contribuer un petit peu à résorber la misère dans le monde. Alors, ce qu'on fait, c'est on fait à notre échelle, parce on n'a pas de grosses prétentions, mais ce qu'on essaie de faire, c'est à notre échelle, c'est impulser un exemple pour les autres, de montrer que si on peut faire ça, eh bien, vous pouvez faire aussi. Et si tout le monde fait pareil, eh bien, ce sera magnifique pour la planète et puis pour l'humanité, puisque nous avons comme philosophie, je ne sais pas si tu connais le petit colibri, non, tu connais ou pas? Bon, voilà. Donc, nous avons cette fable-là qui nous tenons à cœur et on s'inspire de ça pour pouvoir fonctionner. Donc, nous sommes des petits colibris et nous portons notre goutte d'eau à cette pluie, j'espère, qui va se créer pour éteindre le feu qui détruit l'humanité. Donc, on n'a aucune prétention, on est en concurrence avec personne. On veut simplement faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Et tant qu'on peut, on fait. Et ce qui m'a amené à avoir des positions, à être remarqué au niveau international. Alors, le petit message, c'est que même si vous êtes sur un caillou, si vous travaillez et que vous êtes excellent, on va vous repérer, le monde va vous repérer. Le monde va. Moi, je pèse mes mots. Des fois, je me pince pour savoir si c'est bien moi qui vis ce genre de choses. Je me suis déjà retrouvée dans des endroits, mais terribles, où il y a, par exemple, je ne sais pas moi, des tables, sur deux tables, et puis il y a des présidents d'État derrière moi, devant, il y a des ministres, etc. Alors que moi, je me dis que je suis personne. Et pourtant, je suis invitée. Si je suis invitée, c'est que
le message que je porte est pertinent et l'action que je porte est pertinente. Pardon. Donc, par conséquent, croyez en ce que vous faites. Et il faut surtout, définir ce que vous aimez. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, moi, je crois que la plupart des gens, ils ont des talents, mais ils ont peur de leurs rêves. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit en Martinique et puis qui se dit ben, tu seras diplomate un jour, diplomate humanitaire, international ou bien lobbyiste. Non, non, jamais. Comment il n'y a pas d'école, il n'y a pas l'ENA en Martinique, il n'y a pas d'école internationale, il n'y a rien. Donc, enfin, il y a des écoles, mais pas, en tout cas pas de ce genre. Il n'y a pas d'école de ce genre, donc tu risques pas surtout pour une fille de ma condition, mes parents ne sont pas des notables. Donc, mon destin était déjà peut-être tout tracé, mais j'ai choisi autrement, j'ai fait autrement et j'ai travaillé. Et non seulement j'ai fait ça, mais je vis toujours en Martinique. Donc c'est pour donner l'exemple, surtout. J'aurais pu, on m'a souvent dit que si je vivais ailleurs, que ce serait plus facile pour moi. C'est vrai que ce serait plus facile, mais je fais le choix de la difficulté. Je suis peut-être un peu sadomasochiste. Mais bon, mais j'adore les challenges. En fait, ma vie, c'est une succession de challenges, finalement. Quand on regarde bien, c'est une succession de challenges. Et voilà, j'adore ça quand même. J'aime beaucoup. Et c'est Denzel Washington qui disait ça. C'est dans l'adversité qu'on se dépasse et qu'on développe des capacités. C'est-à-dire que si mes petits camarades n'avaient pas été aussi méchants avec moi, si la société dans laquelle je suis née n'était pas aussi contraignante et, par rapport aux gens de ma condition, ben, je ne serais pas à ce niveau. Parce que je serais dans le confort, je n'aurais pas eu envie de me dépasser, de faire autre chose. Voilà, c'est ce que donc, c'est comme ça que je suis devenue lobbyiste et diplomate humanitaire. Donc, voilà, donc je suis accréditée par le Parlement européen en qualité de lobbyiste et aux Nations Unies. Donc, voilà, donc je porte des fois des consultations, je participe quand c'est possible, parce que financièrement, il faut se déplacer. Et voilà, c'est pas évident tout le temps. Parce qu'on habite en Martinique, quand on habite à Paris, c'est plus facile, mais bon, en Martinique, c'est beaucoup plus contraignant de voyager. C'est tout poil à New York et tout ça. Et voilà, donc en gros, c'est ça. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais Si, c'est bon. tu as très très bien répondu et je pense que ça sera plus clair pour nos auditeurs. Une dernière question, est-ce que tu as rencontré des difficultés et aussi des joies d'ailleurs durant ton parcours d'entrepreneur? Alors, il faut savoir, pour ceux qui veulent devenir des entrepreneurs et qui sont des entrepreneurs, mais qui sont en sommeil et qui ne sont pas encore réveillés, réveillez-vous. La vie est un combat. Et comme je disais tout à l'heure, c'est dans l'adversité qu'on se dépasse. Et ça n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas des obstacles. Donc, des obstacles, j'en ai rencontré beaucoup. Des joies énormes. Enfin, et je ne sais pas qui dit ça, c'est Kerry James, je crois, qui dit que plus l'obstacle est grand et plus le bonheur est immense. Il dit ça dans une chanson là. Et c'est véritablement vrai. Parce qu'en fait, autant les obstacles que j'ai rencontrés, les obstacles, je ne vais pas les citer là parce que ce serait leur donner trop d'importance. Mais en tout cas, oui, c'est quand on mène un combat et qu'on est un peu. Moi, je suis perfectionniste et donc j'aime bien faire les choses bien. Donc, on fait des fois de l'ombre à des gens. Des gens, surtout dans ma position. Dans ma position, je fais peur, je pense à quelques personnes parce qu'ils pensent que je veux faire de la politique, ils pensent que je veux faire. Mais en tout cas, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis dans ma voie. Je suis en train de faire ce que je dois faire pour l'humanité et point barre, c'est tout. Donc, parce qu'il y a peut-être des gens qui font aussi ça à d'autres fins. Maintenant, ça finit toujours mal. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à des niveaux comme ça en, sans financement, parce qu'il faut dire que tout est financé par moi pour l'instant. Et parce qu'en fait, il y a des freins, il y a des contraintes de personnes qui empêchent et qui bloquent des fois le cheminement, l'avancement d'un certain nombre de choses. Mais bon, j'arrive à m'en sortir quand même parce qu'en fait, je suis portée par ce que j'ai dans le cœur. Et je suis pas, moi, j'ai envie de croire que je ne suis pas toute seule à porter et les gens autour, et les gens du monde entier me reconnaissent. Il y a des gens, des personnalités. Là, ce matin, j'étais en réunion, visioconférence. Je n'étais pas intervenante, mais j'ai été invitée par un, un gros consortium, et il n'y avait que des chefs d'État pour parler du développement de nouvel ordre mondial pour l'Afrique. Et j'ai été invitée personnellement.
Donc, ça, c'est une joie de voir ça, même si autour, dans l'entourage, vous avez des gens qui sont jaloux et qui sont méchants, donc ils vont tout faire pour vous décourager, ils vont pas vous reconnaître. On n'est pas là pour ça. Comme on n'est pas là pour ça, on aime ce qu'on fait. On n'est pas là pour ce genre de choses. C'est comme je disais tout à l'heure qu'il faut aimer véritablement ce qu'on fait. Ben, c'est ça. Parce que les gens vont essayer d'attaquer sur des considérations matérielles, bassement matérielles. Moi, ça m'intéresse. Enfin, qu'on me reconnaisse ou pas, ça, c'est le cas de mes soucis. Ce qui m'intéresse, c'est de laisser une empreinte positive pour l'humanité. Et tant que j'ai du souffle, c'est la mort au moment de m'arrêter. Moi, je le sais. Et donc, avoir pour moi, c'est une récompense d'être invité personnellement par des consortiums de ce genre. Pour moi, le summum, c'était quand J.T. Jackson m'envoie en personne un courrier à la maison. Alors que si j'ai créé cette organisation, j'ai été bercée par les messages de Martin Luther King. Martin Luther King qui a baissé par ses proverbes, par sa pensée d'amour, et voir que l'héritier de Martin Luther King m'envoie à moi, ici en Martinique, là. Je ne sais plus, je n'ai pas le courrier, je vais vous montrer. Je voulais l'encadrer d'ailleurs, je n'ai pas fait. M'envoie un courrier à moi, ma petite Martiniquaise, qu'on ne voit pas. Pas petite Martiniquaise, Martiniquaise, qu'on ne voit pas, à la Martinique qu'on ne voit pas. Pour moi, c'était l'une des plus grandes joies. Et puis la confirmation que je ne me trompe pas, parce que des fois, quand on baisse les bras, on est fatigué, on est un entrepreneur, c'est ça. C'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours qui gagnent de l'argent. C'est pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat économique où la notion d'argent est beaucoup plus parlante. Eh bien, on ne gagne pas de l'argent tous les jours. Il y a des fois on gagne plein d'argent, puis d'autres fois non. Et il faut être fort, il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir rester dans ce domaine-là. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, Martin Luther King, pour moi, c'est vraiment le summum. Le docteur honoris causa, l'Indonésie, que je ne connais même pas, me décerne un titre honorifique de docteur honoris causa. Alors maintenant, on m'appelle docteur. C'est génial. Hein? Donc, alors que je me rappelle qu'un jour, j'ai des collègues, avec des collègues, on n'est pas, enfin, il faut s'imaginer, ça va peut-être faire l'objet d'une autre vidéo, mais imagine une ancienne Miss, rentre dans le monde scientifique. Tu n'es pas crédible du tout. Tu n'es pas crédible du tout. Donc, par conséquent, j'ai eu des vertes et des pas mûres avec mes chers collègues que j'adore. Et je leur fais un gros bisou en passant. Hein? Des vertes et des pas mûres. Et je me rappelle qu'une fois, je passais près de la cafétéria et puis j'entends qui se moquent de moi et qui disent oui, elle s'en prend un docteur. Ben, aujourd'hui, je suis un docteur, voilà. Et ben, c'est une belle revanche sur la vie. Comment? C'est une belle revanche sur la vie, tout ça. Mais c'est même pas, et j'ai même pas cherché à me venger, c'est ça, parce que ça m'était jamais passé à la tête, ça m'était jamais venu à l'esprit, et je n'ai rien demandé. Et d'ailleurs, quand j'ai eu reçu ce doctorat honoris causa, j'ai eu du mal à y croire. Hein. C'est-à-dire que ils ont dû m'envoyer plusieurs mails afin que je puisse, oui, c'est bien ça, que voilà, par plus loin. Donc, quelle joie encore que j'ai eu, c'est quand il y a tellement de choses qui se sont passées, se sont succédées, que les difficultés, je les transcende. Là, j'appartiens aussi à ce qu'on appelle un think tank international qui traite de la mondialisation. Donc, où mon avis compte. Là, je devais intervenir en tant que speaker, mais par rapport au Covid, voilà, mais là, je suis intervenue l'an dernier. Et c'est un sommet de haut niveau où on compte des gens d'importance internationale. J'ai rencontré à cette occasion le président international de Goldman Sachs, qui est quelqu'un de très important pour la planète, et bien d'autres personnalités avec qui j'ai des liens et des contacts toujours depuis la Martinique, quoi. Donc, très sincèrement, là encore, je viens d'être nommée ambassadrice pour une plateforme qui s'appelle Innovation, qui s'appelle, ah mon Dieu, les pauvres, il ne faut pas qu'ils regardent la vidéo, qui s'appelle Island Innovation. Et en fait, c'est un consortium, c'est une plateforme qui réunit toutes les îles du monde.
il fallait penser quand même, hein, faire ça. Et c'est coordonné par James Ellsmore. Et c'est toutes les îles du monde pour pouvoir travailler sur le développement et puis régler les problèmes, les problèmes de l'insularité. Et j'ai été désignée ambassadrice pour la Martinique. Donc, encore la Martinique qui n'a pas voulu de moi quand j'étais petite, mais je suis toujours en train de la représenter un peu partout. Mais en tout cas, voilà, c'est ma Martinique, je l'aime beaucoup. Et puis on fait avec les difficultés et puis les joies. Et si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est aussi grâce à ces moments difficiles que je ne regrette en aucun point, parce qu'en fait, ils constituent ma personnalité. Et d'une difficulté, on apprend des choses. Dans une difficulté, on apprend quelque chose. Donc, euh, tous les entrepreneurs qui vont euh, voir cette vidéo et puis qui pensent qu'ils vont entreprendre, le temps d'aimer ce que vous faites, pour pouvoir continuer. Parce que c'est difficile, c'est pas facile. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Audrey. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Parce qu'en fait, c'est un petit peu coupé, donc j'espère qu'on entendra tout ce que tu as dit. Et ça, sinon je ne pourrais pas recommencer. Bon, en tout cas, ce que j'ai envie de dire à tous ces jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est de quoi on vous rêve. Croyez, parce qu'en fait, il se réalise. Si vous y croyez véritablement, vous allez, et si vous aimez véritablement ce que vous faites, vos rêves vont se matérialiser. C'est sûr et certain, moi, je vis un rêve éveillé tous les jours. J'en suis la preuve. Je suis la preuve vivante. Suivez mon actualité. Si vous n'y croyez pas, suivez mon actualité. Audrey Pommier-Frobinus. Et bien, moi-même, j'ai du mal à y croire des fois. Donc, c'est le seul message que je peux vous donner, c'est d'aimer ce que vous faites et de croire en vous. Ne laissez personne briser vos rêves. Si vous voulez devenir, je sais pas, astronaute, pilote, ce que vous voulez, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous voulez le faire, vous allez réussir avec du travail. Voilà. Et on peut aimer, le travail peut être une source de plaisir. C'est surtout ça aussi. Voilà. Ok, merci pour tes conseils et ton partage d'expérience qui est très très riche et très formateur. Merci beaucoup Audrey.